Merci de nous regarder ce matin, 10 heures, un samedi. Je sais que c'est difficile pour certains. En tout cas, voilà, on va parler de la touche vietnamienne dans le cinéma et le théâtre en France. Et aujourd'hui, on a deux grands invités, donc Stéphane, Marine. Je vais procéder à une petite présentation de chacun. Donc déjà, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà, Stéphane, donc, tu es scénariste et réalisateur, tu écris pour le théâtre également, et tu as réalisé plusieurs courts-métrages qui ont été sélectionnés et primés à l'international, comme Feuilles de printemps et Allée des jasmins, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Voilà. Et, Merci. et tu travailles aujourd'hui donc sur un long-métrage qui s'appelle Dans la cuisine des Nguyen. Quant à Marine Bachelot-Nguyen, donc tu es autrice, metteuse en scène et membre du collectif Lumière d'août à Rennes. Donc je suppose que tu es à Rennes en ce moment là. Non, je suis à Lille. Ah, tu es à Lille, rien à voir. Donc, tu es une figure du théâtre contemporain, hein. On peut voir plein d'articles sur toi sur le site théâtrecontemporain.net. Tu es engagée, très engagée, donc notamment sur les questions de féminisme, sur les questions post-coloniales, sur les questions de représentation. J'ai l'impression que tu es très très engagée pour représenter toutes sortes de minorités. Et récemment, donc, tu as créé Les ombres et les lèvres sur l'émergence du mouvement LGBT au Vietnam. Tu travailles aussi actuellement, il me semble, sur d'autres pièces. Avec le confinement, ça ne doit pas être très très facile. Tes pièces aussi ont été imprimées et publiées. Et donc aujourd'hui, on va parler de votre travail à tous les deux, qui contribue à mieux représenter la diaspora vietnamienne et les Vietnamiens dans le milieu du cinéma et du théâtre français. Et on sait que la représentation, c'est très, très, très important. Donc premièrement, j'aimerais faire un petit tour d'horizon actuel de ce qu'on peut avoir dans le cinéma et le théâtre français. Donc un constat, c'est que, alors, les Vietnamiens, ils sont pas encore très très représentés dans le cinéma et le théâtre français, mais on constate qu'il y a quelques progressions. Et d'un point de vue personnel, je vais vous citer quelques références que j'ai eues depuis mon enfance. Il y a bien sûr le film Indochine en 1992. Il y a aussi L'odeur de la papaye verte en 1993 de Chen Han-hoon. Pardon pour la prononciation. Et dernièrement aussi, on peut se réjouir au théâtre d'un succès, en 2017, de la pièce Saigon de Caroline Guéla-Nguyen. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, il y a aussi vos œuvres à vous qui s'inscrivent dans le paysage du cinéma et du théâtre français. C'est une excellente nouvelle. Et donc, j'aimerais vous poser la question à tous les deux, à Stéphane et à Marine. Donc, est-ce que vous aussi, vous ressentez une sorte de changement, de bouillonnement artistique du côté des Vietnamiens en France? Donc, Stéphane, je t'invite à prendre la parole. D'accord, ok, je commence alors. Oui, c'est vrai que au regard de notre nombre, de l'importance de la diaspora vietnamienne, c'est vrai qu'on peut considérer que la représentation des Français d'origine vietnamienne est quand même assez faible sur les écrans ou sur les scènes. Alors oui, les choses commencent un petit peu à changer. Tes exemples sont tout à fait justes. C'est vrai que, par exemple, la pièce de Caroline Nguyen a été un moment assez important aussi parce qu'il a été très, très relayé dans la presse. Il a eu de très bonnes critiques. Je pense qu'effectivement, les choses commencent un petit peu à changer. Déjà, de mon point de vue, je trouve que les réactions quand on est face à des partenaires et qu'on présente des projets, on ne nous dit plus forcément que le projet va être trop communautaire ou qu'il n'intéressera personne. On l'entend encore un peu, mais je trouve quand même que la position a un peu évolué depuis quelques années. Et puis, oui, je suis aussi un peu quand même ce qui se passe, notamment dans le milieu du court-métrage, où beaucoup de jeunes réalisateurs et réalisatrices d'origine vietnamienne ou asiatique en général commencent à prendre, à exprimer leur voix, raconter leurs histoires et à oser exprimer des histoires plus personnelles, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc,
il y a un léger frémissement et j'espère que ce frémissement va bouillir. Marine, alors toi, est-ce que tu constates un frémissement auquel tu contribues, hein, ou un bouillonnement? Qu'est-ce que Ouais, avec Stéphane. Oui, oui, c'est sûr que les choses changent voilà, depuis quelques années. Après, j'arrive pas à savoir si c'est parce que moi, je rencontre aussi plus d'artistes d'origine vietnamienne de par mes derniers spectacles qui vont vers des recherches autour du Vietnam et de ses héritages. Donc ça me fait aussi rencontrer plein de jeunes artistes d'origine vietnamienne. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a davantage de monde. Mais je reviendrai un peu à mes souvenirs d'enfance, adolescence. C'est vrai que finalement, dans le théâtre ou dans le cinéma, évidemment, il y a eu Chananung, L'odeur de la papaye verte et les autres films qui, tout d'un coup, voilà, devenaient... Bon, je ne parlerai pas d'Indochine parce qu'on est quand même dans des représentations très coloniales, post-coloniales. Et voilà, c'est aussi un film réalisé voilà, par des Français, par Catherine Deneuve, etc., etc. Donc ça, on pourrait faire une histoire du cinéma colonial, post-colonial. C'est un peu glamour, quoi. Oui, 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 complètement. Mais ça contribue quand même, ouais. Bon, après, ça contribue aussi à asseoir des imaginaires un peu particuliers voilà, sur le Vietnam, une nostalgie de l'Indochine qui est un peu étrange. Mais non, non, je pense, par exemple, moi, je sais qu'assez tôt, quand même, en danse, voilà, j'ai croisé, bon, alors je me souviens du spectacle d'Ea Sola qui est vietnamienne, mais qui était quelque chose de très très fort de voir ces femmes d'un certain âge vietnamiennes qui dansaient, ça c'était très fort. Non, mais et pour la diaspora, des gens un peu plus âgés que moi, comme Emmanuel Vaudine, et ça y est, j'oublie l'autre nom de la chorégraphe que je connais par cœur, ou dans les plus jeunes, Anne Nguyen. Dans le champ de la danse, il y a quand même depuis un certain temps des chorégraphes, qui sont là sur les scènes. Mais effectivement, je trouve que sur le côté prendre la parole dans le théâtre ou prendre la caméra dans le cinéma, c'est des émergences plus récentes. Évidemment, Saigon a été un moment très important, mais après, ça a aussi créé une espèce de chose où c'était l'artiste, l'artiste d'origine vietnamienne. Et moi, c'est vrai que j'ai eu parfois des programmateurs et programmatrices qui disaient non, mais on a déjà pris le spectacle de Caroline Nguyen, donc on a déjà notre rempli. La seule chaise parmi les 99 chaises qui était consacrée à une personne asiatique a été... Désolée. Mais ça aussi, ça change. Mais j'ai eu aussi oui, ça concerne vraiment pas tout le monde, vu que c'est sur le Vietnam et l'homosexualité, c'est pas pour mon public. Enfin voilà, toujours ce soupçon d'être effectivement trop communautariste, pas assez universel. Bon, c'est des questions évidemment qui se posent dès qu'on est issu entre guillemets de minorités. Mais je pense qu'effectivement, ça bouge du côté des arts plastiques aussi. Voilà, je pense à Kim Lan Nguyen Thi, à Bao Vyong, voilà. Il y a plein de choses vraiment passionnantes et de gens qui s'emparent vraiment des héritages culturels. Chong Nguyen en cinéma, enfin, ouais, en fait, quand voilà, Maïwa, enfin bon, bref, il y a quand même plein de choses qui se passent et que c'est une diaspora qui, j'espère, va être de plus en plus représentée, de plus en plus visible. Il y a aussi des choses dans les films d'animation, donc oui, ça bouge. Et c'est vrai que moi, je suis, soit parce que je faisais passer des auditions, soit parce que via les thèmes de certains de mes derniers spectacles, ça fait aussi rencontrer des artistes. Donc oui, j'ai l'impression qu'on est une communauté de plus en plus présente. Et je dirais, c'est aussi un truc un peu généalogique, historique. Là, les artistes qui créent actuellement, c'est plutôt la génération, les enfants des Vietnamiens partis après Dien Bien Phu, après 54. Et c'est vrai que la génération d'artistes qui seraient des enfants de Bot People, voilà, de Vietnamiens arrivés après 75, peut-être qu'ils ne sont pas encore voilà, là à raconter les histoires et prendre la caméra. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Dans l'art, dans le cinéma, et dans le cinéma, dans le théâtre, on entend bien sûr beaucoup parler du conflit, hein, de la guerre.
Est-ce que ce sont des récits qui sont en train de changer? C'est-à-dire que la guerre, elle est un peu centrale, et avec ces secondes et ces troisièmes générations, est-ce qu'on parvient finalement à parler un petit peu d'autre chose selon toi? Et puis je te pose aussi la question à toi, Stéphane, mais Marine? Oui, je pense qu'il y a d'autres... parce que comme nous, on n'a pas été directement traumatisés par la guerre, enfin en tout cas je le dirais moi personnellement, mais qu'évidemment on porte quelque chose quand même voilà, des blessures et des héritages de nos grands-parents, de nos parents, etc. Donc effectivement, le récit qu'on va construire est différent et il se mélange aussi avec nos vécus de personnes ayant grandi en France, de comment on digère les choses. Donc oui, et puis il y a quelque chose, il y a aussi une histoire qui n'a pas été racontée parce qu'elle était traumatique. En tout cas, je pense qu'on travaille aussi à partir des silences de nos parents, de nos grands-parents, voilà, des générations précédentes. Et évidemment, le récit qu'on va en faire ne va pas être le même, et puis il va se mélanger avec d'autres influences. Brièvement, je pourrais dire ça. Merci. Stéphane, justement, ces silences, on les retrouve beaucoup aussi dans tes œuvres, hein. On a l'impression que les personnes âgées sont là et qu'elles vont distiller des petits indices par-ci par-là de leur vie passée, et que les petits-enfants sont là genre « Oh, mais je ne savais pas, grand-mère, grand-père, mais c'est fou ». Donc toi, tu travailles aussi sur ces thématiques de transmission? Oui, absolument. Je rebondis sur ce que dit Marine. En effet, c'est vrai que le traumatisme est quelque chose de très fort dans les générations, soit de nos parents, soit de nos grands-parents, selon nos âges, et que forcément, ça nous a marqué. Donc, comme dit Marine, on a une certaine distance par rapport à la guerre parce qu'on ne l'a pas vécu directement, mais en revanche, on a vécu ce silence et cette non-transmission, en fait. Certaines choses ont été transmises, certaines choses liées à la culture, à la cuisine, à des choses comme ça, mais la douleur, les chagrins sont généralement tus. Et c'est assez intéressant parce qu'on le ressent. On n'a pas parlé justement de littérature, mais par exemple, Van Buy, Le silence de mon père, ou certains livres de Mintranoui, qui, comme Voyageur malgré lui. Enfin voilà, on sent que dans notre génération, le silence de nos parents ou de nos grands-parents, c'est partie de nos questionnements, de nos interrogations, et des thématiques sur lesquelles on a envie de travailler parce qu'elles nous ont formés. Enfin, il y a quand même un vide, une histoire à combler et qu'on a envie de rechercher. Donc, quelque part, vous allez raconter non seulement l'histoire, peut-être votre histoire personnelle, des gens de votre âge, mais aussi l'histoire qui n'a pas été racontée, donc de ses parents et de ses grands-parents. Oui, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille sur un autre projet de long qui parle justement du retour au pays, à la fois de la confrontation entre le Vietnam un peu à la fois idéalisé et traumatique, parce qu'il y a à la fois l'image de la guerre pour les parents et le fait que ce silence, cette omerta fait qu'on a plutôt envie de garder les bons souvenirs et on va dire un peu folklorique, et la réalité du Vietnam d'aujourd'hui, et en même temps la confrontation entre une génération qui n'a rien dit et une génération plus jeune qui a envie de savoir. Donc effectivement, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, et donner cette parole aussi, quoi. Très bien. Marine, j'avais une petite question pour toi. En quoi est-ce que c'est important de se réapproprier le récit? Enfin, on parlait d'Indochine ensemble. Bah, moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi toi, comme beaucoup de personnes, ne se retrouvent pas dans ce genre de film dont on a beaucoup parlé dans les années 90. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas re-regardé récemment, même si c'est un de mes projets. Mais non, après, je dirais que c'est juste que ça structure l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi découvert le Vietnam avant d'y aller via Marguerite Duras, par exemple. Ce qui à la fois, c'est une très belle écriture, c'est un lien au Vietnam qui est fort, mais il y a une imagerie coloniale, et je pense que exotisante, etc. Et moi, en tant que Française d'origine vietnamienne, je me suis aussi construite, et j'ai construit mon imaginaire sur le Vietnam dans ces représentations voilà, qui étaient porteuses
d'un imaginaire colonial. Donc c'est après comment on fait avec cet héritage, comment il tranche évidemment avec ce que nous transmettent nos parents, nos grands-parents. Enfin, moi, dans l'occurrence, ma mère et mes grands-parents vietnamiens. Et puis comment la rencontre avec le pays réel se fait, même si donc effectivement, moi je pense que c'est bien en tant que jeune femme ou jeune ado d'avoir eu d'un côté Indochine, mais de l'autre côté il y avait quand même Chananung et l'odeur de la papaye verte. C'est voilà, c'est deux représentations, deux récits. Et donc je pense que c'est le cas pour nous Français d'origine vietnamienne ou d'autres d'origine d'autres pays colonisés qu'on hérite aussi de cet imaginaire. Donc comment on le réinvente, comment on sent, voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que le Vietnam d'aujourd'hui, il est aussi héritier de toutes ces couches d'histoire. Donc c'est un pays extrêmement syncrétique, comme l'est la culture, et qu'il a quand même une capacité à absorber voilà, toutes ces influences culturelles, y compris dans la cuisine, y compris dans le paysage des villes. Donc, ouais, c'est plutôt de considérer ça comme une espèce de richesse et pareil, de ne jamais figer les choses dans des représentations voilà, fixes, et dire c'est quelque chose de très mouvant. Et du coup, c'est passionnant pour un travail artistique. Mais tu parlais tout à l'heure du côté divisé, troublé, héritier de la guerre, etc. Moi, dans Circulation Capitale, donc un spectacle que je fais avec deux camarades, l'un d'origine vietnamienne, l'autre d'origine russe, tous les trois français, on travaille en fait sur ces héritages qui peuvent être douloureux, qui peuvent être la représentation qu'on a n'est pas la même que celle de nos parents, qui est plus traumatique, et voilà, on est héritier de toute cette histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que bien sûr. Et justement, on parlait de représentation, de bouillonnement. Je pense que ce qui contribue, comme tu le disais, à ce frémissement plutôt, c'est aussi le fait qu'il y a des artistes vietnamiens ou d'origine vietnamienne. En fait, ça fait plaisir de voir que maintenant, il n'y a pas que Linh Dan Pham dans le paysage grande artiste, hein, mais qu'il n'y a pas qu'elle, en fait. Je vois, Marine, que tu as travaillé avec François-Xavier Phan et d'autres artistes qui sont français d'origine vietnamienne. Est-ce que finalement, ces vocations qui se multiplient, ça contribue à une meilleure représentation des Vietnamiens? Complètement. Et encore une fois, là aussi, il faut que ça évolue, parce que la réalité de beaucoup de jeunes acteurs, actrices d'origine asiatique, c'est d'être enfermés parfois dans des rôles, qu'on leur propose des choses un petit peu problématiques, porteuses d'exotisme, voire de stéréotypes racistes. Et ça c'est pas évident quand déjà c'est difficile de passer des castings, d'avoir du travail. Voilà, je sais qu'il y a une expérience un peu de souffrance par rapport à ça. Et certains et certaines arrivent aujourd'hui à dire, voilà, moi, si on me propose un rôle où je dois prendre un accent vietnamien ou chinois, ou des stéréotypes racistes, je dis non. Alors, mais c'est pas toujours facile de pouvoir dire non. Un autre acteur avec qui j'avais travaillé, Kinley, me disait, voilà, moi, j'ai dû à un moment donné commencer à faire du jeu masqué. Parce que en fait, parce que c'était la façon d'effacer mon visage et qu'on me regarde autrement que comme un asiatique. Donc en fait, il y a quand même voilà, il y a quand même du travail. On voit encore des annonces de casting avec des choses très insultantes. Et par contre, ce qui est important, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on est acteur ou actrice d'origine asiatique ou vietnamienne qu'on peut pas jouer tous les rôles. Oui. Et donc ça, c'est hyper important de le défendre. Oui. Et montrer que son origine, c'est pas, ça peut être qu'un attribut. Hein. On peut être d'abord, je sais pas, gangster puis asiatique. On peut être prof puis et accessoirement asiatique. Toi, Stéphane, dans tes œuvres, hein, tu offres aussi de très beaux rôles à des personnes, à plein de personnes d'origine vietnamienne.
Et ce qui est mignon, c'est que dans Feuilles de printemps, on a ce petit accent vietnamien et on a tellement l'impression que c'est quelqu'un de notre famille qui parle, en fait. C'est très, très touchant. Donc oui, toi aussi, tu attaches une grande importance à cette représentation. Est-ce que tu as eu des expériences, entre guillemets, désagréables à ce sujet, quand on a essayé de t'enfermer dans des cases? Vraiment désagréable, non, mais quand même parfois un peu, comment dire, insolite, on va dire. C'est vrai que depuis quasiment peut-être pas le début, mais depuis très longtemps, j'écris des projets autour de personnes asiatiques, plutôt vietnamiennes, mais pas forcément systématiquement. Et moi, je me souviens d'un projet enfin, je me souviens d'une productrice télé qui m'avait contacté pour un projet de série, et mon personnage principal était une femme d'origine philippine. Et j'avais eu comme retour, ça pourrait être pas mal qu'elle soit polonaise, comme ça elle pourrait être jouée par Claire Kane, ou alors elle pourrait être des Caraïbes, enfin, ou peut-être italienne ou espagnole, comme ça on pourrait avoir des financements européens. Mais en fait, j'ai eu tout, mais c'était une négation totale du projet, en fait. Mais c'était il y a quelques années. Et là, je trouve que le discours change, et je trouve aussi qu'il commence, c'est très, très, très léger, mais je sais que mes amis comédiens, et il y en a qui sont là aujourd'hui, doivent continuer à se battre pour avoir des rôles plus justes, plus intéressants. Et je trouve que certains rôles maintenant commencent un peu à être ouverts sans lien avec les origines. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Ça reste pour l'instant des très petits rôles. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut que ça continue dans ce sens-là, et que la prochaine étape soit des rôles principaux ou des beaux rôles secondaires qui ne soient pas en lien avec les origines, et qui puissent être joués par n'importe qui, et donc des comédiens, comédiennes d'origine asiatique. Et comme tu le disais, il y en a plein qui ont du talent, et on ne demande qu'à les voir, on a envie de les voir, on a envie, voilà, il y a cette pluralité qui existe, et on a envie de voir des visages différents issus de cette diversité-là. Alors, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais est-ce que plutôt que d'attendre les rôles, je me dis, si jamais tous les rôles sont pas satisfaisants, est-ce que la solution, c'est pas d'écrire moi-même des films, en fait? C'est peut-être la démarche que vous avez tous les deux, mais vu que vous n'avez pas les rôles que vous voulez, que vous voyez pas à l'écran ou sur scène les histoires que vous voulez raconter, donc du coup, vous mettez tous les deux la main à la pâte. Est-ce que je me trompe, Stéphane? Oui, c'est un peu ça. Après, le problème va être de financer ces films. Mais par exemple, mon projet, donc dans la cuisine des Nguyen, tous les rôles principaux sont asiatiques et vietnamiens, en l'occurrence. Les rôles blancs sont vraiment secondaires. Et bon, là pour l'instant on est en phase, voilà, j'inverse les quotas en fait, mais on est en phase de développement. On va commencer le financement prochainement, dans le courant de l'année. Aujourd'hui, dans le cinéma français, le financement repose en grande partie aussi sur le casting, et on aime avoir des comédiens qu'on dit identifiables. On n'utilise plus trop le terme bankable, c'est trop marqué, mais des comédiens identifiables d'origine vietnamienne, et qui puissent interpréter ces personnages, parce qu'en plus c'est une comédie musicale, il faut chanter, il faut danser, etc. Il n'y en aura pas. Donc je sais que je vais me confronter à ce problème, mais en effet, dans le scénario en lui-même, la vapeur est inversée, et en fait, tous les rôles principaux sont asiatiques ou non blancs. Maintenant, on va voir. Est-ce que je vais réussir à faire aboutir ce projet? On va se battre pour, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il est temps de raconter des histoires différentes, et que le public est aussi prêt pour ça, quoi. Mais il faut mais malheureusement, on peut pas faire un film seul, et ça coûte voilà, un certain montant. Donc bon, on va se battre pour le faire, mais voilà, essayer à notre niveau de proposer des choses un peu différentes.
Merci beaucoup. Marine, est-ce que tu souhaiterais rebondir, nous expliquer comment est-ce que tu arrives à concilier les deux entre ce que tu aimerais faire, enfin ce que tu veux faire et les financements, les soutiens, etc. Ouais. Bon, le théâtre est quand même un petit peu moins coûteux que le cinéma, et enfin, je crois. Et puis on a aussi au théâtre la chance d'être moins conditionné par des représentations qui doivent être réalistes. C'est-à-dire que justement, c'est vraiment un terrain et un territoire où on peut faire jouer les rôles par tout le monde et par n'importe qui parce que c'est très codifié. Évidemment, voilà, il faut faire attention à ne pas faire jouer les rôles des méchants et des serviteurs seulement par des acteurs asiatiques ou noirs ou arabes. Enfin bon, non, mais par contre, je pensais à pour Les Ombres et les Lèvres, qui parlait effectivement de l'émergence de la communauté LGBT au Vietnam. J'ai choisi d'avoir un plateau où il y avait deux acteurs, une comédienne et un comédien d'origine asiatique, et deux autres qui étaient blancs. Et pour moi, ça avait du sens. Bon, alors moi, je suis moitié moitié vietnamienne, moitié française du côté de mon père. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un spectacle qui parlait effectivement de la communauté LGBT au Vietnam, mais qui parlait évidemment de l'homophobie en France et de la manif pour tous, etc. Donc pour moi, c'était important aussi qu'il y ait deux blancs, deux asiatiques au plateau, qui puissent jouer tous les rôles, qui puissent jouer des jeunes Vietnamiens, qui puissent jouer des colons, qui puissent, parce que il y avait des scènes aussi qui partaient loin dans l'histoire, qui puissent m'incarner moi, puisque ma parole était représentée sur scène via le récit, voilà. Donc oui, ces jeux de passage sont peut-être moins contraignants au théâtre. Et puis trouver de l'argent, c'est ça, c'est convaincre les producteurs et programmateurs que nos récits valent la peine d'être entendus, qu'ils concernent tout le monde. Et je trouve qu'il y a, pour avoir essayé et parce qu'on est aussi au théâtre dans des réflexions sur les publics qui ne sont pas là. Et concrètement, quand on va au théâtre, les salles sont assez âgées, sont majoritairement blanches. Et quand on joue un spectacle, je sais pas, en plein Paris, à côté de Belleville, on se dit, mais il y a une réserve de public qui serait les communautés asiatiques. Vous êtes là, venez. Carrément. Et en fait, les RP, les relations publiques des théâtres, en fait, disent, bah oui, non, c'est pas du tout des gens qu'on va chercher, alors qu'il y a plein d'associations, il y a plein de choses. Donc, en fait, je trouve aussi qu'il y a une espèce d'invitation à venir dans les salles de théâtre pour la communauté asiatique qui serait intéressante. Quand on a joué Circulation Capitale à Grenoble, voilà, moi j'avais dit aux relations publiques, mais allez voir tel assaut des Vietnamiens, enfin des étudiants vietnamiens, machin. Il y a plein de restaurants, etc. Mais les relations publiques, en fait, se sont dit, non, on ne va pas faire ça, alors que voilà, en fait, t'as deux spectateurs d'origine vietnamienne qui viennent au spectacle et qui disent, oh, mais il y a ma cousine à Rennes, il y a ma tante à Lille, je vais trop lui dire de venir. Et puis quand est-ce que vous jouez effectivement en région parisienne? On a joué une fois à Choisy-le-Roi, et pour l'instant on n'a pas d'autres dates de ce spectacle, mais c'est vrai que c'était très fort d'avoir une salle où il y avait énormément de Vietnamiens et de Vietnamiennes. Je ne sais plus quelle était la question de base, mais effectivement, il y a quelque chose qui est assez porteur, parce que comme c'est une communauté dont on dit qu'elle est invisible, et il y a effectivement, c'est lié aussi à l'histoire, il y a quelque chose aussi de discrétion, mais je veux dire, on est là et tous les espaces pour être investis, que ce soit ceux du récit, que ce soit la présence dans l'espace public, dans les théâtres. Donc il y a plein de choses, à inventer et à faire. Et c'était aussi agréable au moment de Saigon, parce qu'on a bien vu que plein de personnes de la communauté vietnamienne venaient voir ce spectacle parce qu'il était médiatisé, parce qu'il avait une belle visibilité. Je pense que toutes les familles se sont passées le mot. Je pense qu'il y a quelques Vietnamiens qui ont dû aller au début par curiosité, et qui ont passé le mot aux tantes, aux oncles, aux grands-mères. Et moi, quand j'y suis allée assez tard. Je crois que c'était 1 an après la première vague de représentation. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Vietnamiens, et je me suis dit, mais
on a une pièce de théâtre et il n'y a presque que des Asiatiques. J'avais l'impression d'avoir basculé dans un autre monde. C'était presque de la science-fiction, quoi, et ça fait plaisir. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous deux la question de l'engagement personnel. Donc, on va remonter aux racines de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites ce métier. Donc, Stéphane, est-ce qu'il y a des événements particuliers qui t'ont bouleversé et qui t'ont donné envie de devenir réalisateur? Alors, des événements particuliers, non. Je pense que c'est un ensemble de choses. En fait, je crois que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma quand même, c'est de voir des comédies musicales quand j'étais petit à la télé, comme Podane ou Mary Poppins, donc des choses vraiment très inscrites dans l'imaginaire et le magique. Et moi, j'aimais ce côté complètement déconnecté de la réalité. Et, euh, et qui, je pense que je trouvais mon quotidien peut-être un peu trop quotidien et ces choses magiques, chanter, danser, m'enchantaient. Donc, je crois que ça a participé à ça. Et bon, j'ai toujours beaucoup aimé lire. J'avais la chance d'avoir des frères et des sœurs qui m'emmenaient au cinéma et au théâtre. Donc, j'ai su assez rapidement quand même que je voulais faire un métier plutôt créatif. Mais c'est pas un événement particulier. Oui, Ensuite, l'engagement, je pense qu'il est venu un peu progressivement. C'est-à-dire que bon, j'ai jamais été en déni de mes racines. J'ai toujours trouvé que c'était voilà une source de richesse et d'inspiration. Mais dans un premier temps, c'était pas forcément quelque chose que j'explorais. Et au fur et à mesure, c'était à la fois un besoin personnel de me connecter pleinement avec cette identité, avec mes racines et donc mon histoire familiale, mais c'est aussi un besoin plus général en voyant la façon dont on était invisibilisé en fait. Hein. On n'existe pas à l'écran, enfin on existe pas, on existe très peu. Et comme on est supposé être une minorité entre guillemets modèle, voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème, donc on n'a pas besoin non plus de parler de ça. Et, euh, et c'est faux, je ne suis pas d'accord. Et donc, il faut parler de nos histoires. Il y a aussi des souffrances qui sont peut-être différentes, qui sont liées parfois à l'exil, à des histoires de guerre ou à d'autres choses. Mais c'est pas parce qu'on est entre guillemets supposé être discret que on n'a pas d'histoire à raconter et nos histoires peuvent être spécifiques et en même temps ont une universalité, comme on peut trouver une universalité dans toutes les histoires. Donc voilà, donc c'est pour ça que depuis quelques années, mes projets sont très orientés sur ça. Ça ne veut pas dire que je ne ferai que ça tout au long de ma carrière, mais je pense que c'est un besoin et on a besoin de montrer qu'on est là et de partager nos histoires et de montrer, comme disait Marine un peu plus tôt, qu'elles peuvent parler à tout le monde. Donc voilà, cet engagement, il est aussi là sur la représentation en fait et non pas contre l'invisibilisation. Très bien. Donc, comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais travailler dans l'art? Ça s'est plutôt pas trop mal passé. C'est-à-dire qu'en fait, je suis le huitième d'une famille, donc j'ai D'accord. 7 frères et sœurs, mais je suis le dernier et j'ai pas mal d'écart avec les autres. Je pense que c'est plutôt bien passé justement parce que j'étais le dernier, que à ce moment-là, la situation de mes parents était plus stable, donc ils n'étaient pas forcément inquiets que je sais pas, au chômage ou j'en sais rien. C'était pas le cas des aînés qui sont allés vers des professions beaucoup plus sérieuses. Donc finalement, j'ai pas eu les, les objections un peu classiques, même si évidemment ma mère aurait rêvé que je sois médecin. Mon père était un peu plus cool par rapport à ça parce que au Vietnam, il a été musicien, donc il était Ah, un peu d'accord. plus Ok, je comprends. ouvert sur les arts. Mais finalement, j'ai dit, bon, bah, après le bac, je fais des études de cinéma. Il y a eu la discussion n'a pas duré très longtemps. Bon, bah, d'accord, t'es sûr? Oui, c'est ce que je veux faire. Bon. Mais je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde et je pense que mes frères et sœurs aînés n'auraient peut-être pas pu faire ça de cette manière.
Très bien. Alors Marine, toi, est-ce que cet engagement artistique a été évident aussi? Enfin, Moi, je pense que je voulais écrire depuis que je suis toute petite, parce Hmm. que j'ai passé beaucoup de temps dans les livres, donc il y avait quelque chose autour de l'écriture. Et puis, je pense à la fac, j'ai découvert que le rapport à la littérature, pour moi, ça manquait un peu d'un lien avec le réel, avec le présent, et j'ai trouvé que le théâtre était une littérature qui était plus agissante dans le présent. Alors, je me suis beaucoup intéressée au théâtre politique, au théâtre militant, parce que je trouvais que c'était voilà, dans des années 70, et puis j'ai fait des recherches sur le théâtre documentaire ou le théâtre militant plus contemporain dans plusieurs pays d'Europe. Ouais, il y avait quelque chose qui m'enthousiasmait dans le fait de pouvoir, avec une pièce, avec quelque chose de théâtral, rencontrer des spectateurs, agiter des histoires, des idées, et qu'il y avait voilà, quelque chose de la littérature agissante dans le spectacle. Donc, je me suis aussi posé la question j'ai enseigné un petit peu, j'adorais ça, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Donc le fait voilà, de choisir vraiment d'en faire mon métier, d'écrire, de mettre en scène, voilà, ça a été une façon de concilier plein de choses. Mes envies de jeunesse aussi de journalisme, je pense qu'on n'aurait pas été capable, mais bravo d'ailleurs de faire ce métier. Voilà, mais voilà, le théâtre est vraiment un endroit où j'arrive à concilier et des désirs de transmission et des désirs d'être en lien avec l'actualité, avec le présent, avec le politique, le social, et puis de creuser une fibre artistique. Et je dirais que dans mon parcours, alors, je ne sais pas, en fait, je pense, j'ai pas tout de suite travaillé sur des sujets liés au Vietnam. Ça a toujours été présent parce que, comme pour Stéphane, voilà, moi, j'ai une transmission qui était forte, même si j'ai pas eu la transmission de la langue parce que je vivais un peu loin de mes grands-parents et que ma mère se retrouvait un petit peu toute seule à essayer de nous transmettre la langue et il n'y avait pas vraiment la communauté vietnamienne autour qui aurait permis que ça prenne. Ouais. Mais pour moi, c'était quand même un héritage culturel qui était là. Mais dans mes premiers travaux, voilà, c'était présent pour moi de façon un peu invisible. Et c'est vrai que c'est plus récemment, avec Les Ombres et les Lèvres, avec Circulation Capitale, que ça s'est affirmé. Alors, je fais pas que ça, mais alors, soit dans un souci effectivement de renouer avec les origines, c'est peut-être lié aussi à des disparitions. Les Ombres et les Lèvres, c'est une pièce que j'écris. Un voyage que je fais après la disparition de ma mère. Donc, c'est aussi des moments où on a tendance à plus aller regarder dans les archives et puis avoir besoin de faire aussi un travail de deuil. Et alors après, je me dis, est-ce qu'il y a eu une espèce d'auto-invisibilisation de ma part vietnamienne dans la première partie de mon œuvre qui correspondrait à un gros complexe de coloniser, etc., etc. J'en sais rien. Disons que voilà, moi, ça m'importe aujourd'hui de réouvrir les choses en racontant effectivement ces histoires qui sont moins connues et comment on les déploie. Et c'est voilà, et c'est une chose que ouais, j'ai envie de creuser, alors pas de façon systématique, et je vais pas faire que des trucs sur le Vietnam, mais je trouve que c'est important parce qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, que dans le paysage du cinéma, du théâtre contemporain, ces histoires existent, que ce soit pas une seule œuvre ou une seule personne qui les raconte, et plus il y aura de récits, plus ce sera riche et intéressant. Ouais. Justement, en parlant de récits donc vous êtes tous les deux retournés à ce Vietnam dans vos œuvres artistiques. Toi, Stéphane, à travers des œuvres, quel est le Vietnam que tu veux raconter? Quels sont les types de Vietnamiens que tu veux raconter, porter à la lumière du public? En fait, déjà dans un premier temps, j'ai envie de continuer à mettre en lumière la génération de nos parents, enfin ceux qui sont partis en tout cas, donc enfin ceux qui ont quitté le Vietnam pour essayer de comprendre un peu plus leur douleur.
pour ceux qui en ont, je pense qu'elle est présente chez beaucoup de personnes. Mais j'ai envie aussi de mettre en lumière déjà la jeune génération, mais aussi le Vietnam d'aujourd'hui, le Vietnam et les Vietnamiens d'aujourd'hui. Je pense que bon voilà, la guerre s'est terminée en 75, mais évidemment elle ne se termine pas qu'à la fin de la guerre. En fait, voilà, les conséquences sont beaucoup plus longues. Il y a aujourd'hui donc des générations évidemment qui n'ont absolument pas connu ni la guerre ni les années qui ont pu suivre, qui ont été difficiles. Et je trouve ça intéressant j'aimerais aussi montrer cette génération-là qui a peut-être un regard différent, peut-être, je dirais pas forcément plus léger, mais peut-être qu'il faut aussi se tourner vers l'avenir. Et je sais que les Vietnamiens d'une certaine génération aiment aussi entretenir cette nostalgie, ces souvenirs, et ce n'est pas une critique. Moi aussi, j'aime bien explorer ce passé, hein. Mais peut-être voilà, confronter ces différents Vietnams entre ben voilà ceux qui sont tournés vers le passé, ceux qui sont tournés vers le futur, et j'ai envie d'explorer, enfin d'aller vers une forme d'apaisement, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer. Je ne sais pas si tout le monde peut aller vers l'apaisement. Je pense qu'il y a des traumatismes qui sont forts, mais ça m'intéresse voilà, de montrer ça, un apaisement et quelque part une forme de réconciliation, en fait, si c'est possible, avec soi-même, mais aussi entre les différents groupes, personnes et opinions. Donc voilà, c'est ça que j'aurais envie de montrer. Très bien. Et comment tu fais pour trouver de l'inspiration? Est-ce que ça va être des rencontres, des personnes avec qui tu vas parler au Vietnam, les histoires personnelles de chacun? C'est un peu de tout. Il y a effectivement des histoires personnelles de la diaspora. Donc évidemment, comme c'est quelque chose qui m'intéresse, je discute beaucoup de ça avec des gens que je peux rencontrer. Là, ça fait assez longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'aller au Vietnam. Je vais y aller là en 2020 là, pour présenter mes cours, et évidemment ça s'est pas fait. En revanche, j'ai lu énormément de livres sur la diaspora américaine. En fait, il y en a, on a quelques auteurs et autrices français d'origine vietnamienne, mais il y en a beaucoup plus en fait aux États-Unis qui parlent de leur expérience, qu'elle soit aux États-Unis, ou qui racontent leur histoire au Vietnam, ou les histoires de départ ou d'adaptation. Et voilà, donc ça a été quelque chose que, enfin, j'ai beaucoup lu de la littérature américano-vietnamienne au cours des 2 dernières années, et j'espère pouvoir, oui, rencontrer des Vietnamiens qui partageraient un peu leur histoire. Très bien. Marine, j'ai vu que tu avais été en résidence à Saigon. Donc, qu'est-ce que ça te fait enfin, entre guillemets, d'aller au pays? Je ne sais pas si on peut dire retourner vraiment quand on est, enfin, mais d'aller au pays et de travailler avec des artistes vietnamiens, de prendre contact avec cette scène moderne au Vietnam. Ben, c'est très riche. Je l'ai plus fait, les rencontres avec des artistes, finalement sur Les Ombres et les Lèvres, où j'ai passé aussi plusieurs semaines et mois au Vietnam pour rencontrer les acteurs et actrices de ce jeune mouvement LGBT, ou voilà, les alliés, etc. Donc, il se trouvait qu'il y avait beaucoup d'artistes, plasticiens, photographes, réalisateurs-actrices qui travaillaient, avaient approché ces questions. C'est sûr que ça contribue évidemment à déplacer aussi nos propres représentations, à effectivement être en prise avec des gens qui travaillent hyper au présent, avec aussi les contraintes politiques de là-bas. Enfin, voilà, tout ce qui est action sur l'espace public, etc., est pas évident. Et moi-même, voilà, le spectacle qu'on a travaillé là-bas, Circulation Capitale, dans des super bonnes conditions, ben, on l'a créé pour la France, et il y a certaines scènes dont on sait que ça passe pas au Vietnam, et que pour l'instant tu peux nous en dire plus ou pas? Non, mais il y a une scène assez drôle de combat entre Ho Chi Minh et Lénine. Enfin,
des acteurs qui sont masqués. Et donc, du coup, ça, on sait que c'est une scène assez drôle, mais voilà, on sait que manier ces icônes-là, manier l'icône de Ho Chi Minh au Vietnam n'est pas simple, même sur la projection de la vidéo, de la captation vidéo des ombres et des lèvres, au dernier mot, avec voilà, l'Institut français de Ho Chi Minh Ville, au dernier moment, j'ai dû faire des coupes, parce qu'il fallait enlever certaines allusions politiques, certaines allusions sexuelles, alors que j'avais déjà, moi, fait personnellement des coupes dans le montage. Mais déjà auto-censuré. En fait, je suis hyper habituée à ça, ça doit être un truc de mon histoire, mais il y a toujours, même en France, des menaces de censure, des gens qui ont peur qu'il se passe un truc et tout. Bon, après, sur le Vietnam, voilà, moi, je le comprends, parce que, ayant discuté avec des artistes et qui sont prises avec ces questions-là, voilà, et puis ça n'abîme pas mon œuvre si on enlève une allusion politique ou une allusion sexuelle. C'est pas très très grave. Mais c'est vrai que voilà, il faut aussi travailler avec ça. Et pour répondre à la question un peu que tu posais à Stéphane, moi je pense qu'il y a le désir dans le Vietnam et les Vietnamiens que je veux représenter, quand même une volonté un peu de casser les clichés, les imaginaires que peuvent avoir les spectateurs et spectatrices françaises, et donc de montrer ce Vietnam contemporain qui est composé de jeunes gens qui sont qui ont aussi des envies d'Occident, et en même temps qui sont baignés dans la culture vietnamienne, ces personnes plus âgées qui ont en elles des strates d'histoire absolument incroyables. Donc ouais, je pense les ombres et les lèvres sur le mouvement LGBT, ouais, je pense que ça a étonné pas mal de gens, parce qu'évidemment, on se dit Asie, évidemment, pays arriéré, pas de droit pour les... Voilà, et en l'occurrence, il y avait quelque chose de plus progressiste au Vietnam dans ces années 2010 qu'en France, où on était en pleine manif pour tous. Manif pour tous. Donc du coup, c'est de surprendre aussi sur la richesse du Vietnam contemporain, parce que les gens en ont des imaginaires hérités de tout ce dont on parlait tout à l'heure, et de complexifier. Je pense qu'effectivement, la question dont parlait Stéphane, des traumatismes, de l'exil, c'est des choses qui sont complexes. On voit aussi que dans la communauté vietnamienne, il n'y a pas les mêmes vécus. Selon si on était du nord ou du sud. C'est une des choses dont on parle dans Circulation Capitale. L'héritage n'est pas le même. Le vécu, par exemple, dont parle François-Xavier Fan dans Circulation Capitale, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose pour toute la communauté vietnamienne. Ces questions du Viet Kieu qui est pas simple, mais voilà, je trouve que c'est des choses qu'on doit... Et les Vietnamiens de la diaspora, c'est ça Voilà, les Vietnamiens de la diaspora qui sont pas forcément, alors ça change, mais qui sont pas forcément bien vus quand ils retournent au Vietnam. Et je veux dire, voilà, ils sont partis, ils ont fui, voilà, ils sont, on l'a vu, hein, moi je voyais bien, voilà, c'est aussi la difficulté pour nos parents quand ils rentrent, quand ils vont, voilà, de pas être perçus comme des enfants du pays absolument. Donc c'est toutes ces problématiques-là, et je trouve que si elles sont reliées à l'histoire, à des choses très concrètes, on y gagne en richesse de représentation. Ouais, et ça se fait évidemment dans la littérature, mais je trouve que c'est bien que ça se fasse aussi au cinéma et sur les plateaux de théâtre. Très bien. Alors justement, raconter des histoires, c'est bien, mais à qui on s'adresse exactement? Est-ce qu'on s'adresse à soi-même, à sa communauté, au monde entier? Stéphane, quel est ton public? Moi, j'essaie de m'adresser au plus grand public possible. Je pars un peu du principe que une histoire très personnelle et très spécifique peut s'adresser au plus grand nombre à partir du moment où on a une approche qui est universelle, et qu'il faut justement pas essayer d'être trop général dans la façon de la raconter, parce que ça risque de diluer son propos et de diluer la sincérité du propos. Mais voilà, je pense qu'au contraire, quand on est vraiment sincère, on peut parler au plus grand nombre.
Donc, par exemple, c'est vrai que quand j'avais fait Cabaret Jaune Citron, donc il y a un spectacle musical, j'étais assez surpris de voir que des personnes de toutes origines, en fait, me faisaient des retours par rapport à cette histoire qui parle de racines, de retour aux sources, et que ça semblait leur parler, et pas qu'aux personnes d'origine asiatique ou vietnamienne. Donc voilà, donc ça m'a un peu conforté dans l'idée qu'il fallait à la fois rester très sincère et personnel, mais chercher cette universalité dans son propos. Donc voilà, donc je ne m'adresse pas à un public spécifique. J'ai envie que le plus grand monde voit mon travail et que ça puisse lui parler, et ce serait formidable si c'était le cas. Voilà. Très bien. Et quand tu as des retours, en fait, de ton public, enfin, est-ce qu'il y a des gens, entre guillemets, qui sont, je sais pas, des Français blancs qui te disent, bah, tiens, tu m'as fait découvrir quelque chose, c'est un univers que je connaissais pas. Tu as des retours comme ça? Oui, en fait, je trouve que, en fait, je pense que ça rejoint un peu des choses qu'on évoquait avant, à la fois sur l'invisibilisation et aussi la discrétion supposée de notre communauté, où on parle pas forcément beaucoup de choses privées, personnelles, et mettre un peu ça en avant, que ce soit par exemple voilà, les douleurs liées à l'exil, ça c'est plus dans mes courts-métrages, ou voilà, mettre en avant ce qu'il y a sous la surface. Et ça, effectivement, j'ai eu des retours assez variés sur des personnes qui voilà, n'avaient pas forcément conscience de toute de tout ce qui pouvait être caché en profondeur. Très bien. Merci. Marine, est-ce que toi aussi tu as eu des retours de personnes qui ont découvert des choses à travers tes œuvres? Oui, évidemment. Je pense que justement parce qu'il y a une épaisseur et une complexité qui se révèlent, voilà, les gens apprennent, en général, les gens apprennent des choses dans mes spectacles. Il y a aussi beaucoup de contenu presque pédagogique. Ouais, et donc après, sur la perception différente, moi j'ai toujours fait des spectacles, même des spectacles qui ne parlent pas du Vietnam, qui s'adressent voilà, à la fois aux personnes concernées, que ce soit aux communautés, on va dire, stigmatisées concernées, que ce soit les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT, tout ça, mais qui s'adressent aussi, on va dire, aux groupes normés ou dominants. Oui, une partie de mes spectacles, et ça je l'ai déjà formulé pour moi-même, essaie d'éduquer, on va dire, les blancs et les dominants. Le mot est dit. Oui, tu ne peux pas prêcher des convaincus, parce que si dans la salle, finalement, il n'y a que des personnes concernées, c'est peut-être un peu dommage. Oui, donc mes spectacles, effectivement, ils s'adressent à tout le monde, mais ils vont trouver, je pense, des résonances différentes voilà, selon les individus, mais c'est vraiment effectivement pensé pour tout le monde. Mais je sais que voilà, je sais que ça va donner de la force aux personnes, on va dire, minorisées qui se sentent représentées et entendues. Ça va donner des billes pour réfléchir voilà, à d'autres personnes qui sont plus en situation de privilège. Mais il y a cette adresse large. J'essaie à chaque fois de partir vraiment de faits particuliers pour les rendre vraiment universels. Mais je me pose aussi ces questions-là. Par exemple, voilà, moi, en voyant des courts-métrages de Stéphane, je me suis retrouvée à verser ma petite ou ma grande larme. Et en regardant les films de Stéphane. Je pense qu'il y a quand même des fois une espèce d'émotion communautaire. Qui est des fois surprenante, mais qui peut venir aussi de la langue. Moi, dès le début de Saïgon, la première fois que je l'ai vu, l'accent a fait que je me suis mise à pleurer. C'était peut-être plus la vibration de l'accent et de la langue que l'histoire qui était racontée. Donc, ouais, et puis effectivement, donc il y a, je pense, à chaque fois cette chose
je pense qu'elle est importante, bon, on va dire communautaire. Un gros mot, hein. Pas un gros mot, c'est pas un gros mot, qui permet d'être présenté, de se retrouver dans des faits, mais pour autant, ça a une dimension plus large. Moi, c'est assez drôle, en fait, sur Circulation Capitale, qui est l'histoire du Vietnam racontée du point de vue de nous qui sommes, voilà. Et en fait, j'ai eu des personnes blanches qui venaient me voir, qui venaient me voir en me disant, mais vous n'avez pas parlé de nous dans les manifs contre la guerre. Contre la guerre. Là, c'est pas vrai. Et en fait, voilà, et tout d'un coup, ils n'étaient pas représentés dans leur héroïsme de soldats blancs manifestant contre la guerre du Vietnam. Je suis sortie. Ils étaient un peu vexés. On m'a coupé, moi, ma vidéo. Ils ont perdu tout leur père. Alors là, je crois qu'il y a quelqu'un qui prend la parole. Ouais. Non, alors, je rappelle à toutes les personnes qui sont juste spectatrices, il faut que vous coupiez votre vidéo et votre micro. Hein. Voilà, c'est ça que je suis en train de... Voilà. Donc, on disait... donc oui, en fait, il y a des personnes qui ont perdu leur repère. Alors nous par exemple, quand j'ai regardé Saigon, j'étais comme toi, je crois que j'ai jamais tout le temps entendu de Vietnamiens de ma vie hors famille. Et c'est comme si on m'avait mise dans un petit cocon et qu'on m'avait bercée comme ça en disant... Voilà, tu es chez toi, tu es avec nous, tu es à ta place, quoi. Et ça, c'est quelque chose de super fort et super émouvant. Je pense que c'est une expérience qui nous a tous marqués. Et à l'inverse, voilà, nous, on est tellement habitués finalement à voir des personnes blanches sur scène, au cinéma, que ça ne nous touche même plus. Et il faut, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Voir cette majorité pour être... On m'a coupé ma vidéo. Qui peut te la couper? L'animateur. Excusez-moi, alors techniquement, j'aimerais bien remédier à ce problème, mais voilà, donc Stéphane, oui, Stéphane, est-ce que tu aimerais rebondir ce qu'a dit Marine? En fait, je regarde en fait les questions qui sont arrivées et il y en a une à laquelle j'aimerais répondre du coup, parce que si ça vous embête pas, et je pense Marine pourra y répondre aussi, parce que c'est une question très intéressante de Kéredine qui dit vous sentez-vous légitime pour parler du Vietnam d'aujourd'hui, car il y a bel et bien des artistes là-bas qui racontent leur quotidien, en essayant de raconter le Vietnam d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne participez pas à cet amalgame en France où on ne fait pas de différence entre celui qui est né ici et celui qui vit là-bas? Et je trouve que la question de la légitimité est très intéressante. Non, je ne me sens pas légitime pour parler du Vietnam d'aujourd'hui. Je suis né en France, je vis en France, et c'est pour ça que mon projet qui parle du retour est placé du point de vue de Français d'origine vietnamienne qui découvrent justement le Vietnam d'aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a des personnes du Vietnam d'aujourd'hui, mais je reste dans un point de vue qui m'est proche et je ne peux pas me permettre de prendre le point de vue d'une personne 100% vietnamienne puisque j'ai toujours vécu en France. Mais je trouvais cette question intéressante parce que la légitimité, c'est une question intéressante dans la création artistique en général, de la même manière que parfois on s'approprie nos histoires sans avoir aucun lien avec ce pays. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire non plus. Et voilà, je me replace toujours dans ma perspective à moi, en fait. Donc, et du coup, peut-être que Marine, tu as envie de répondre à ça. Oui, moi je me situe aussi vraiment comme française d'origine vietnamienne et évidemment ce qui se raconte dans mes spectacles est médiatisé par ce positionnement. Et que les spectacles, comme je l'ai dit, sont toujours à cheval entre France et Vietnam, voilà, où je vais passer effectivement quelques semaines à travailler sur le terrain, mais en aucun cas ça ne peut être un regard exhaustif et qui remplacerait celui des artistes de là-bas. Par contre, valoriser
le travail des artistes de là-bas. Par exemple, dans Les Ombres et les Lèvres, le spectacle s'ouvre par les photos de Mai Kai Lan, qui est une artiste photographe vietnamienne qui a fait un travail de photographie de couple LGBT, voilà, de donner à voir ce travail, de valoriser aussi le fait que le documentaire de Nguyen, là, le dernier voyage de Madame Fung, si vous retrouvez le nom de la réalisatrice, voilà, je viens parce que là, j'ai plus le cerveau. Mais voilà, ça, c'est un travail aussi magnifique fait par une jeune réalisatrice qui avait une caméra toute pourrie des ateliers Varan, mais qui a fait un super beau film sur cette troupe foraine qui sillonne le Vietnam et où il y a pas mal de personnes homosexuelles, transgenres, etc., etc. Donc des actes artistiques ouais, voilà, qui m'inspirent, que j'ai envie de valoriser, de faire connaître. Et voilà, et j'espère continuer dans cette veine-là. Mais pour moi, il n'y a pas de... et je pense qu'il y a des, voilà, il y a des circulations, il y a aussi beaucoup d'artistes au Vietnam qui ont des carrières internationales. Et nous, je pense qu'on est cette diaspora... Et on écrit, on crée, on réalise depuis cet endroit-là. Ouais. Et bah, je trouve que je trouve aussi que c'était une question intéressante. Et si je peux me permettre d'apporter mon point de vue, bien que je ne sois pas dans le domaine artistique, mais je pense qu'on est en train de parler de création artistique. C'est-à-dire que tout le monde peut raconter une histoire, hein, que ce soit les gens de la diaspora, les Vietnamiens du Vietnam. Et je pense que ça va être des points de vue complémentaires. Enfin, la personne de la diaspora vietnamienne qui va raconter son Vietnam, sa vision du Vietnam contemporain, ça ne va pas être forcément la même chose que la personne qui a grandi au Vietnam. Et je pense que ces deux discours et ces deux visions peuvent très bien cohabiter ensemble. Et à aucun moment, je pense que les Vietnamiens de la diaspora sont en train de dire bon, ben ça, c'est Vietnam, c'est ça. C'est une réalité, c'est une vision du Vietnam, c'est un récit, quoi. Tout comme le récit, finalement, du français qui exotise le Vietnam ou les colonies, c'est un récit qui existe et qui doit exister. Il ne faut pas le censurer, en fait. Faut juste... bon, tu as peut-être un point de vue différent, mais je pense qu'il existe et on doit avoir cette grille de lecture quand même. Quand on voit ça, on dit bah, c'est fantasmé, c'est pas la réalité. Tout comme le cinéma n'est pas la réalité. Et tout comme le documentaire, ça peut montrer qu'une partie de la réalité. Voilà. Donc, justement, j'aimerais parler avec vous vraiment concrètement de vos œuvres. Donc, Stéphane, est-ce qu'il y a une œuvre sur de laquelle tu souhaiterais parler? Peut-être l'œuvre sur laquelle tu travailles en ce moment? Oui, on a toujours envie de parler de la chose la plus récente. Effectivement, là, je travaille donc sur un projet de long métrage qui s'appelle Dans la cuisine des Nguyen, qui est une comédie musicale qui est un peu inspirée, sans être une adaptation, de mon spectacle Cabaret Jaune Citron. Mais on y retrouve en tout cas le même personnage, Yvonne Nguyen, qui vit de nouvelles aventures, mais c'est un film qui parlera entre autres de la représentation de la diversité, en fait, mais avant tout c'est un film qui va parler de la reconnexion à ses racines à travers une relation mère-fille. Donc voilà, donc j'aborde un sujet qui me touche et qui est un peu une question actuelle, celle de la représentation, et en même temps une autre thématique qui me parle beaucoup et qui est un peu plus intemporelle, qui est le lien intergénérationnel. Donc voilà, donc là j'ai fini l'écriture, j'ai passé quand même pas mal de temps, j'ai fait pas mal de résidences, etc. On termine avec ma productrice qui a produit en fait mes 2 derniers cours, le tour des aides au développement, qui ne sont donc pas des aides de financement, de production, mais qui permettent voilà, d'avancer sur des recherches, des maquettes, des choses comme ça. Et on va attaquer, elle va attaquer les recherches de financement dans le courant de l'année. Et là, effectivement, comme je le disais un peu plus tôt, on verra un peu les réactions des partenaires potentiels, voir si ça tique ou pas du fait que
par la force des choses, ce sera forcément des comédiens non connus du grand public dans les rôles principaux et que les personnages blancs vont se retrouver en arrière-plan pour une fois. Voilà, donc ce sera un peu la grande inconnue. Je pense qu'on va avoir parfois des mauvaises surprises, mais j'espère aussi beaucoup de bonnes. Mais on va faire en sorte de faire aboutir ce projet. D'accord. C'est un film qui dure combien de temps? Oh, il durera, je pense, 1 heure et demie ou quelque chose comme ça. Waouh, tu dois être, Donc, voilà. tu dois être so excited. Stéphane, est-ce que tu souhaites que je projette tes diapos? Oh, peut-être qu'on va enchaîner, t'inquiète pas, c'est gentil, mais du coup, j'ai peur que ça prenne du temps. Mais en fait, juste pour info, actuellement, il y a mon cours Feuille de printemps qui est visible sur le site du Musée national de l'histoire de l'immigration. En ce moment, je ne sais pas encore jusqu'à quand, mais si vous voulez le voir, allez-y. Donc, il était toujours disponible hier. D'accord, donc je pense qu'il va l'être encore peut-être quelques jours, une semaine. Donc voilà, donc celui-là, il est disponible en accès gratuit, donc profitez-en. Et pour la petite histoire, en fait, les deux protagonistes sont joués par Frédéric Shaw, je n'ai pas besoin de le présenter, et ma propre mère. Elle, qui n'est pas connue, c'était la première fois qu'elle jouait à l'écran, donc voilà. Elle joue très bien, elle est juste, hein. Elle est super juste. On dirait pas qu'elle est actrice. Ouais, peut-être que c'est parce qu'elle ne joue pas, en fait. Et du coup, elle n'a pas la conscience de ce que c'est que le jeu, et elle fait voilà ce qu'elle ressent avec ce que je lui dis, quoi. Alors, c'est pas pour vous spoiler, mais il y a des passages que je trouve assez croustillants. C'est quand ta mère est super cassante, en fait. Bon, je sais que ma mère, elle est en train de me regarder là, mais en fait, il y a ce côté non, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Non, mais là, t'as acheté ça, c'est pas bien. Non, ça non plus, c'est pas bien. Voilà, alors je me suis un peu inspiré d'elle en le poussant un peu, et elle aime bien préciser parfois à la sortie des projections, je ne suis pas aussi méchante que ça dans la vraie vie. mais bon, quand même, je me suis servi d'une base et j'ai poussé un peu les curseurs. Mais il y a ce côté un petit peu sans filtre des parents et des grands-parents vietnamiens quand même qui vont pas hésiter Exactement. à dire t'as maigri, t'as grossi, t'es ceci, t'es ça. Absolument. Quand tu rentres au pays, on dit comment il a été mal élevé, il parle pas un mot de vietnamien alors voilà, c'est ça. choqué. Donc je pense que c'est une bonne retranscription. Merci beaucoup Stéphane. Marine, donc tu as beaucoup parlé de circulation capitale, donc j'ai l'impression que c'est un peu mais tu es sur une autre œuvre en fait, tu es sur Aquila. Donc, oui. Oui. Non, circulation capitale, c'est vrai que c'est un endroit important pour moi dans le parcours parce que c'est un travail qui s'est répété au Vietnam, où il se trouve que je suis sur le plateau, alors que je ne suis pas du tout actrice, mais c'était important dans le processus d'être avec mes camarades Marina et François-Xavier présente là, apporter aussi une part du récit, puisqu'on a travaillé vraiment sur nos mémoires familiales, France, Vietnam, Russie, en lien avec la grande histoire et les grandes idéologies, les grands C, donc christianisme, colonialisme, communisme et capitalisme. Donc voilà, c'était ça le début de la recherche, mais c'était surtout une façon d'articuler des histoires intimes tendues vers ces grands mots qui ont quand même évidemment pesé sur le destin de nos familles et de ces deux pays et du monde entier, et comment toutes ces grandes idéologies et comment elles s'incarnent dans les histoires familiales laissent des traces dans nos consciences, dans nos corps. Donc c'est travailler un peu là-dessus pour une façon de s'emparer de la grande histoire. Après, c'est une forme très simple où on raconte, avec aussi un beau travail scénographique et vidéo de Julie Parot, avec des images d'archives et des images qu'on a filmées là-bas au Vietnam. Et donc effectivement, je pense que c'est vrai que c'est un spectacle qui parle à beaucoup d'enfants, on va dire d'immigrés ou
d'anciens immigrés exilés. Beaucoup de gens voilà, sont émus et disent « Mais je suis blanc, pourquoi je suis ému ?» et qui génère aussi évidemment le fait que beaucoup de gens nous racontent leurs histoires, alors liées au Vietnam évidemment, mais liées à l'Algérie, liées à d'autres pays d'immigration. Donc c'est vraiment aussi un spectacle qui continue à susciter des récits. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de le jouer, il y a quelque chose, voilà, on se sent pas à la maison, mais enfin voilà, il y a une chose assez précieuse dans ce spectacle-là, puisqu'on remonte aussi vraiment l'histoire du Vietnam et de la France dans cette rencontre avec les missionnaires évangélisateurs, parce qu'on se posait la question avec François-Xavier pourquoi nos familles étaient catholiques et pourquoi c'est... Et oui, et oui. Et donc, de remonter aussi tout ce fil-là et de parler, voilà, évidemment du traumatisme de 75, enfin, voilà, de cette césure en tout cas qui a quand même divisé le Vietnam en deux. Enfin, non, qui avait déjà divisé le Vietnam en deux, mais bon, bref, de tout ce que ça a créé. Et puis de nos adolescences en France et puis en Russie pour Marina. Et on finit un peu le récit et le spectacle à Nha Trang, qui est cette station balnéaire à la côte est du Vietnam, où il y a énormément de diaspora russe. Oui, oui. Et voilà, et tout d'un coup, on s'est retrouvés là et c'était une expérience. J'ai amené mes camarades là parce que je pensais que ce serait intéressant. Et effectivement, là, on est encore dans une nouvelle couche d'histoire et dans voilà, ce Vietnam syncrétique dont je vous parlais. J'ai l'impression aussi que dans ton œuvre artistique, l'engagement et le militantisme, c'est imbriqué, en fait, c'est très important. Donc, à chaque fois que tu crées une œuvre, tu as envie de faire passer un message, tu as envie de mettre tes représentations au service de tes engagements. En tout cas, c'est sûr que c'est extrêmement poreux. Après, moi, c'est vrai que c'est dans ma biographie, c'est extrêmement constructif et constituant la rencontre avec le militantisme féminisme, avec effectivement le militantisme sur les questions décoloniales. Donc évidemment, ce que je lis, ce que j'apprends, j'ai aussi envie que ça transpire dans mon travail artistique, qui est quand même un travail artistique, hein, où on est bien à créer des histoires, à sculpter un objet artistique et une œuvre. Mais c'est sûr que c'est intrinsèque. Et c'est vrai que, par exemple, Aquila, le tissu d'Antigone, là, qui est la dernière création que j'ai faite, qui n'a pas encore rencontré du vrai public, puisqu'on est depuis un bon petit moment, même si, voilà, on a quand même pu présenter le spectacle à des pros, à des élèves et tout ça, mais travaille sur une transposition contemporaine du mythe d'Antigone dans la France d'aujourd'hui, la France post-attentat, où donc Antigone, c'est cette jeune femme qui, dans l'Antiquité grecque, veut enterrer le cadavre de son frère qui est mort en ennemi de la cité, et dont la dépouille est destinée à être dévorée par les vautours et à rester sans sépulture, et elle va transgresser la loi de la cité en allant enterrer ce frère-là. Et moi, ma jeune Antigone, donc Aquila, est une lycéenne qui, au lendemain des attentats, pendant la minute de silence en hommage aux victimes dans son lycée, met un voile, un foulard blanc sur ses cheveux, donc c'est interdit aujourd'hui à l'école, et on apprend ensuite qu'elle est la sœur d'un des terroristes coupables de l'attentat. Okay. Elle va être la seule de sa famille à vouloir aller enterrer son frère. Donc voilà, il y a aussi ce choix d'aller sur des sujets qui sont un petit peu brûlants, un petit peu polémiques dans la société française. Mais voilà, pour dénouer et pour qu'est-ce qui se cache derrière le geste de cette jeune femme. Évidemment, tout le monde autour d'elle fait plein de soupçonne. Tout le monde la soupçonne de radicalisation, etc. Elle continue à le porter dans l'enceinte du lycée, donc elle va être exclue des salles de classe. Bon, bref, en tout cas, c'est toujours aussi des histoires pour essayer de parler de ce qui agite nos sociétés aujourd'hui et de le faire aussi à travers des histoires de famille. Et on retrouve un motif, la question de la sépulture des ennemis, elle est assez intéressante. Moi, je sais, par exemple, que ce qui me frappe dans beaucoup de films et d'œuvres
vietnamiennes, en fait, c'est la présence aussi de la question des morts, du culte des ancêtres, la question de la sépulture, et ça, c'est une chose aussi auquel je suis assez sensible, qui sont à la fois universelles et à la fois très vietnamienne. Qu'est-ce qu'on fait des ennemis? Qu'est-ce qu'on fait des traîtres? On est aussi au Vietnam dans une histoire où il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné de l'histoire, sont considérés comme des ennemis, comme des traîtres. Voilà, le Viet Kieu est aussi considéré, par exemple, comme un traître à son pays. Donc voilà, toutes ces questions-là, elles m'intéressent. J'ai envie de les traiter de façon un peu sensible. Très bien, merci beaucoup Marine pour ton partage. Stéphane, en parlant d'avenir, bon, je sais que tu es déjà sur ton projet dans la cuisine des Nguyen, mais est-ce que dans les prochaines années, il y a des thématiques que tu souhaiterais traiter, des choses qui te tiennent à cœur? Oui, en fait, comme j'évoquais un peu rapidement tout à l'heure, je coécris un autre projet qui s'appelle Saigon Song, qui parle donc du retour au pays et de la confrontation entre une certaine idée du Vietnam du passé et le Vietnam d'aujourd'hui, et comment se réconcilier en fait avec ces fantômes. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur, et j'espère que ce projet pourra aussi s'enclencher parallèlement, parce qu'on sait que les projets de film mettent beaucoup de temps, donc il faut être patient, et il faut que j'arrive à être patient. Et voilà, et continuer à explorer ce que j'appelle l'identité franco-vietnamienne. Et comme on l'a dit aussi, hein, ce n'est pas que la guerre et les conséquences de la guerre, même si elle a marqué un certain nombre de générations. C'est aussi parler plus tard de choses qui n'ont peut-être rien à voir, et peut-être aussi d'avoir... Moi, je rêve, par exemple, de faire un film avec des comédiens d'origine vietnamienne où notre vietnamité, si je puis dire, soit en second plan. Et que voilà, on progresse petit à petit. C'est normal qu'on parle de principes fondamentaux de notre identité, mais on est aussi français, hein, avant tout, et de parler d'histoires autres, mais avec nos visages. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On va peut-être pouvoir, si vous voulez, si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, passer aux questions. Je vois que ça s'agite un petit peu dans le chat. Donc, qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que toi, Stéphane, tu avais eu un œil sur les questions? Oui, alors je peux répondre très rapidement à des questions qui me concernent, et comme ça après on Voilà, passe. Parce qu'il y a une question il y a quelqu'un qui me demande s'il serait possible et souhaitable de réaliser une version plus longue d'Allée des Jasmins pour aborder ce sujet, les thèmes, etc. pour ce film qui est trop court. Donc j'y réfléchis, mais c'est pas vraiment sur ma liste. Enfin, en tout cas, je suis conscient que ça mériterait un traitement plus long. En tout cas, l'histoire de ce village. Mais j'ai pas encore une étincelle qui ferait que j'ai envie de. Il faudrait que je trouve un angle. Je suis pas contre l'idée, mais c'est pas c'est pas dans mes projets tout de suite à venir. Mais pourquoi pas? En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment des choses à raconter sur ça. Et il y avait une question qui nous concernait tous les deux, enfin une personne qui demandait si on suivait le cinéma vietnamien actuel. Moi, ma réponse, c'est que j'adorerais pouvoir le suivre plus, mais en fait, en France, il y a très peu de films vietnamiens qui sortent sur les écrans, à moins qu'il y ait un festival. Donc, le dernier que j'ai vu sur grand écran, je crois que c'est Mekong Stories, et c'était il y a 4 ans, si ce n'est un peu plus. Et ce sont plutôt des films d'auteur quand ils arrivent à venir jusque nous. Après, j'ai eu la possibilité 2 années de suite d'aller au Viet Film Fest à Orange County, qui est là où se trouve la plus grosse diaspora vietnamienne au monde. Donc, et du coup, c'est un festival de cinéma, et j'ai eu l'occasion de voir des films un peu de la diaspora du monde entier, mais entre autres des films vietnamiens, et je trouve ça super intéressant. Il y avait à la fois des films d'auteur, mais aussi des films très commerciaux, très genre
grosse comédie, etc. Et c'était vraiment très intéressant de voir que le cinéma vietnamien est quand même assez actif. Alors, pas forcément en nombre de productions, mais je pense que voilà, il y a quand même une certaine vitalité. On se reconnaît ou pas, on aime ou pas. Hein, parfois, ça peut être des films commerciaux avec des très grosses ficelles, mais oui, j'aimerais en voir plus, parce que ça nous donne aussi une température et un regard sur le Vietnam d'aujourd'hui, même si c'est à travers le prisme d'une comédie, c'est pas inintéressant. Donc, voilà, donc je ferme ma petite parenthèse. Peut-être que Marine, Oui, Marine, est-ce que tu as un œil sur le cinéma ou le théâtre vietnamien? Tout à fait. Sur les questions, attends, je sais pas, parce que comme j'étais en train de lire les questions, je sais pas si j'ai écouté ce que dit Stéphane. Alors, est-ce que tu regardes les films vietnamiens contemporains ou les œuvres de théâtre vietnamiennes contemporaines? Bah oui, évidemment, ça m'intéresse carrément, donc j'essaie de garder un œil, même si aujourd'hui on ne peut pas aller au cinéma ni au théâtre, mais, mais évidemment. Oui, quelqu'un parlait dans le chat là, du documentaire de Mai Hoa, Les Rivières, qui, voilà, c'est drôle, je m'attendais à regarder un film très, bah voilà, sur des questions vietnamiennes, et en fait, voilà, c'est vraiment une question sur effectivement, les violences sexuelles, l'inceste, qui est beaucoup plus large, et qui presque, voilà, la vietnamité, en fait, est un paramètre parmi d'autres, donc ce qui prouve aussi que c'est des questions assez universelles. J'essaie de suivre. Là, et en ce moment, il y a un petit court-métrage sur Arte, là, sur l'histoire d'un cheval, un petit court-métrage d'animation qui est très fort. Ouais, j'essaie vraiment de suivre et de découvrir les choses. Et évidemment, quand il y a des spectacles, parle de ça. Je me permets d'intervenir. Il y a aussi l'association IDA qui projette assez régulièrement donc, des films justement d'auteurs vietnamiens. Donc, le MCFV fait souvent référence à IDA pour informer donc, la communauté des films qui sont projetés. Et au Vietnam, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai eu un petit aperçu en travaillant sur les questions LGBT, mais il y a vraiment plein de jeunes réalisateurs, actrices qui font des hyper beaux gestes. Il y a une belle vitalité aussi du jeune cinéma vietnamien. Et j'aimerais mentionner aussi ici Vietnam Festival. Je ne sais pas si beaucoup de personnes doivent connaître, mais récemment, ils ont diffusé des films qui avaient été réalisés par des réalisateurs vietnamiens. Et donc, j'ai trouvé ça très, très sympa d'avoir ce regard-là. Alors, Marine, j'ai plutôt qu'une question, une réflexion que je vois sur le chat. De Château. J'ai juste une petite question à Marine. Bonjour. Au début de la représentation, vous avez dit que vous avez refusé des rôles demandant l'accent viet car c'est insultant. En fait, pour la génération des Viettes arrivant après 75, nous gardons plus ou moins l'accent vietnamien. C'est un peu réducteur de considérer cela exotique de la part des Français, mais nous assumons cela et cette petite touche d'accent vietnamien est très bien perçue dans l'entreprise, même au théâtre, selon mon expérience professionnelle. Alors, je pense qu'il faut bien faire la différence entre un accent asiatique généraliste qui est demandé par un casteur et l'accent vietnamien naturel. Et je pense que malheureusement, ce qu'on demande aux gens, c'est d'imiter un certain accent fantasmé. Mais Marine, je te laisse répondre à la question. Oui, je dirais la même chose. C'est-à-dire que là, les choses que je citais, c'est des témoignages qui m'ont été rapportés par des acteurs qui sont nés en France, donc qui n'ont pas forcément d'accent vietnamien et à qui on demande de singer un accent. Voilà, ce qui trouve problématique. Évidemment que quelqu'un qui a un accent vietnamien, c'est génial. C'est-à-dire que c'est aussi une autre façon de faire sonner le français, les Français sur un plateau de théâtre ou au cinéma. Je crois que parce que beaucoup de formations d'acteurs demandent aussi aux gens de gommer leurs accents. Accents régionaux, accents étrangers pour parler un espèce de français standardisé. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à ce que sur les plateaux de théâtre ou au cinéma, les accents des gens, qui soient vietnamiens, qui soient d'autres pays ou qui soient accents régionaux, puissent être représentés et que ça devienne quelque chose de simple et de normal, quoi. Ouais. Je veux juste rebondir justement, effectivement, la question des accents. Le fait qu'un accent corresponde à une personne, par exemple au personnage, quelqu'un qui vient d'arriver du Vietnam, évidemment, il y
il y a aucun souci avec ça, c'est pas insultant. Ce qui est insultant, c'est que parfois, peut-être qu'on commence à se détacher de ça, mais pendant longtemps, on demandait l'accent pour des fins comiques. Et ça, c'est insultant et raciste. Donc, quand des comédiens ou comédiennes refusent ça, je trouve ça normal. Et après, bon, bah, parfois, certains le font, ils ont besoin de payer leur loyer. Bon, on va pas... C'est la vie, mais ce qui est insultant, c'est ça. C'est que l'accent ne raconte pas l'histoire d'un personnage, mais soit utilisé uniquement pour des fins soi-disant comiques. Bien sûr. Et on l'a déjà vu hein, dans d'autres films. Je crois que c'était... Est-ce que c'était Breakfast at Tiffany's? Mais c'est un très très vieux film. Et c'était un homme blanc américain qui avait joué le rôle d'un japonais en colère. Il avait des dents énormes. Il avait un vieil accent horrible. C'est ça qui est plutôt critiqué et qui persiste aujourd'hui parfois. Alors, les phénomènes de yellow face où les héroïnes vietnamiennes vont être jouées par des actrices blanches. Ouais, tu penses à quoi? À Ghost in the Shell, par exemple? Oui, après, je ne regarde pas beaucoup de cinéma américain, mais tu t'en passes. Alors, pour Marine, bonjour, on a vu que vous souteniez des causes communes comme celle de l'Agent Orange, par exemple la participation à la mobilisation des artistes pour la journée des victimes de l'Agent Orange. Notamment, Marine, vous aviez fourni un très bel extrait de lecture du livre de Chantonia. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel rôle a l'art, la culture par rapport à ces causes? Là, je pense que enfin, c'est lié. Bah, disons que c'est vrai que pour moi, la lecture du livre Ma terre empoisonnée avait été une lecture forte. Et puis, il se trouve que oui, ça m'a inspiré un court texte parce que je devais présenter dans un théâtre en 3 minutes un exemple d'une femme monde. C'était ça l'idée. Et donc, j'avais choisi d'écrire sur Chantonia. Et donc, que ce texte, je l'ai réutilisé dans le cadre de la mobilisation qu'il y a eu cet été en ligne pour soutenir le combat de Chantonia sur son procès face à la vingtaine de sociétés pétrochimiques par rapport à la dioxine à l'agent orange. Donc évidemment, l'art, c'est aussi une forme de médiatisation de ces combats-là, de le faire exister pour d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'avoue que j'ai en projet un petit monologue d'actrice autour de l'histoire de Chantonia. Bien, voilà, que ça puisse être joué un peu partout, y compris dans des écoles, parce que je trouve que c'est assez exemplaire d'un combat de femmes qui traverse l'histoire du Vietnam avec plein de problématiques voilà, qui ne sont pas résumables en 3 minutes. Et de féminisme, d'écologie, de décolonialisme, enfin, tout est lié. Très bien. Et donc pour rappel, les plaidoiries de son procès ont lieu le 25 janvier 2021 au tribunal d'Évry. Et donc, pour ceux qui veulent, il y a un rassemblement au Trocadéro le samedi 30 janvier à 14h30 en soutien. C'est ça. Le rassemblement devait avoir lieu initialement le 25 janvier à Évry, mais pour des raisons sanitaires, ça n'a pas l'air d'être possible. Mais du coup, c'est le 30 janvier au Trocadéro. J'ai une question de la part de Kim Wang. Alors, c'est très, très précis, mais vous intéressez-vous au sort parfois douloureux des mères vietnamiennes seules élever ces enfants eurasiens, ne pouvant leur inculquer la culture vietnamienne? Est-ce que ça te parle, Marine? Je ne sais pas. Oui, je pense que, je sais pas, moi je le relierais je sais pas, aussi à l'histoire d'une amie de ma maman qui elle est partie vraiment après 75, qui a perdu son mari au Vietnam et qui s'est retrouvée avec ses 3 enfants. Et voilà, il y a aussi une chose que j'ai envie de faire dans les années qui viennent autour des récits des boat people, parce que je pense que c'est quelque chose qui existe peu dans les récits qu'on a au théâtre pour le moment, et aussi parce que ça m'intéresse aussi par rapport à l'histoire de l'humanitaire en France, parce que c'est quand même Kouchner, là, le bateau, machin truc, lumière et tout ça. Il y a plein d'ambiguïtés aussi dans l'humanitaire et dans l'humanitarisme, et puis toutes ces familles qui se sont retrouvées, je vais revenir à la question des mères célibataires, mais toutes ces familles qui sont en France, qui se sont retrouvées à accueillir des réfugiés vietnamiens en disant on peut les accueillir parce qu'on a la même communauté, on a la même religion, on est catholique, donc il y a aussi toute cette bien-pensance, etc. Et voilà, et aujourd'hui, on a qui disent, oui, on pouvait accueillir des Vietnamiens parce qu'ils étaient catholiques. Aujourd'hui, là, ces Syriens et tout ça, c'est quand même un autre monde culturel. Enfin bon, toutes ces questions assez ambiguës, assez complexes,
et dans voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière aider, accueillir, etc. Et puis parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, ça c'est sûr que c'est. Et c'est sûr que oui, on le voit aussi dans. Alors peut-être, je ne sais pas si dans Allée des Jasmins ou dans d'autres films qui ont été faits sur les camps. Voilà, là, pour le coup, plutôt après la guerre d'indépendance, mais où il y avait beaucoup de femmes célibataires vietnamiennes qui avaient été aussi abandonnées par les pères français. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que la question des mères célibataires, elle est passionnante et douloureuse. Donc, ouais, disons que oui, c'est des histoires que je trouve intéressantes et touchantes et que c'est pas évident d'être voilà, chef de famille. Bon, après, voilà, globalement, il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls, mais dans la question de qu'est-ce qu'on transmet de la culture. Ouais, je rebondis juste sur ce que dit Marine, puisque tu parlais des films sur les camps. Donc juste pour parler de deux films réalisés ou co-réalisés par Marie-Christine Courtès, que je connais bien puisque j'écris avec elle Saigon Song. Donc elle a co-réalisé un documentaire qui s'appelle Le Camp des Oubliés, donc qui parle du camp de Sainte-Livrade, et un peu plus récemment un court-métrage d'animation qui s'appelle Sous tes doigts, qui a été nommé au César, et qui raconte justement cette histoire d'une femme qui a eu un enfant d'un militaire français qui l'a abandonné, qui se retrouve dans ce camp et qui élève sa fille seule. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Très bien. Et d'ailleurs, tu avais aussi évoqué dans Allée des Jasmins, cette histoire de cette femme incarnée par Linh Pham qui justement perd assez rapidement son mari quand elle arrive en France et du coup qui se retrouve à élever, je crois, ses enfants ou son enfant seul. Donc cette question de la mère célibataire, tu l'avais déjà abordée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Henriette, une réaction d'Henriette qui est comédienne. Merci pour cette rencontre. Je suis très touchée en tant que comédienne franco-vietnamienne dans les castings, les rôles stéréotypés. Cuisinière dans les restos, prostituée. Au théâtre, on n'envisage pas que je peux tout jouer. La preuve, j'ai joué dans une pièce de Germaine Tillion en tant que résistante. Aussi, j'ai créé une compagnie de théâtre pour pouvoir jouer, ne plus attendre. Voilà. Donc elle explique que finalement, elle a pu sortir de ces rôles stéréotypés. Donc, merci Henriette pour ton témoignage. J'avais une question, je crois, sur la question des violences faites aux femmes au Vietnam. Je ne sais plus, j'ai cru voir ça. Alors, je ne sais pas si c'était une question ou une réflexion. Ah oui. Non, dire qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent là-dessus au Vietnam, notamment Xaga à Hanoï, ou qui font des sortes de séminaires entre femmes survivantes, on va dire, de violences conjugales. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si parmi les spectateurs, il y a Mike qui est parmi nous, peut-être qu'il est parti. Mais Mike, il doit être là, Mike. Oui, il est là. Mike, si tu es là, est-ce que tu as envie de témoigner sur... parce qu'on en profite, hein, on a des acteurs dans l'Assemblée, donc Mike, si jamais tu souhaites parler de ton expérience, si tu nous lis, peut-être qu'il... Ne fais pas le timide, Mike. Soit il fait timide, soit il est parti. Non, il est là, il a répondu sur le chat qu'il était là. Oui, vas-y, ok. Alors, je vais activer ta vidéo. Salut. Ton micro, Mike. Il faut que j'active mon micro. C'est bon, je t'entends. Non, c'est bon, ok. Salut à tous. Super content de vous entendre, de vous écouter attentivement. J'ai lu aussi toutes les questions sur le chat, c'est super intéressant. Aussi, je vois qu'il y a un vrai, sur ce truc d'accent, il y a aussi nous, jeunes générations et anciennes, où ce petit conflit, par exemple aussi d'entretenir la belle époque des colonies, et aussi, et à la fois, nous, vivons ici, on veut déconstruire ça aussi, c'est hyper intéressant. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous entendre. Pour revenir à mes expériences, après moi, en tant que comédien, c'est vrai que
Bon, je crois qu'on est tous passés par là, que ce soit François Xavier, Lindan aussi, enfin tout asiatique. Et moi, la particularité est que j'ai eu la chance d'avoir quand même quelques jolis rôles à défendre, des belles choses, des choses intéressantes. Et aussi passer par des castings où quand on est en 2e, 3e tour, parce qu'on choisit un comédien, on fait des essais. Tout se passe sans aucun problème. Parce qu'il faut voir quand même que maintenant, une grande majorité des casteurs, des producteurs sont ouverts, sont de plus en plus ouverts à la mixité, à l'ouverture des frontières. Je veux dire, parce qu'il y a un comédien, peu importe son asiatique ou pas, racisé ou pas, peut bien sûr vivre les mêmes sentiments qu'un acteur blanc. Hein. Je peux être aussi un père de famille. Non, mais après, c'est quand même des choses. C'est assez incroyable de dire ça. Mais pour certaines personnes, certains casteurs, certains prods, certaines directions de chaînes n'arrivent pas à ouvrir ce champ du possible. Alors, moi, l'expérience la plus marquante en ce qui me concerne, c'est pour une série sur France Télévisions. Non, je dis n'importe quoi. TF1, parce que je suis toujours un peu plus ou moins en bisbille avec TF1, parce que j'ai toujours des remarques un peu disgracieuses, un peu problématiques de la part de TF1. Ouais. Mais sur une série grande chaîne là, qui tourne concurrentielle à Plus belle la vie, j'étais pris en 3e round, tu vois, vraiment un passage deux, 3 fois. Le producteur, la production, tout le monde, la direction artistique m'a supporté, m'a dit ouais, bah voilà, c'est Mike qui va prendre ce rôle, c'est l'un des rôles importants de la série. Ça a été contrecarré par TF1 directement qui a dit expressément bon, Mike est très très bien, Mike correspond au rôle, mais on n'est pas prêt à prendre un asiatique. Ouais, donc tu as été discriminé. Hein, là, c'était clair. Hein, c'était parce que moi, j'ai pas assisté à ce moment-là. C'est la directrice de casting qui m'a fait le retour, qui est en plus une amie, en fait. Et elle est aussi asiatique. Donc, elle était un peu dégoûtée d'entendre ce genre de choses et d'entendre dire tout simplement, bah non, on n'est pas prêt de prendre un asiatique. Et puis, la ménagère de moins de 50 ans, de plus de 50 ans, n'est pas prête d'avoir un des premiers rôles asiates. Donc, il y a vraiment, au-delà de la volonté artistique, au-delà des productions, il y a aussi les chaînes. Il y a des directeurs d'antenne qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas, qui font parfois preuve de mauvaise foi ou tout simplement d'un racisme binaire, tu vois. Enfin, primaire même. Mais après, tout dépend pas que de nous. Maintenant, en tant que comédien, je suis moi en période, comédien, artiste, parce que je fais énormément de choses, mais j'essaye de ne pas être en attente par rapport à ce genre de situation. Ouais. C'est très très dur. Parfois, je peux être un brin trop susceptible, mais en fait, tout dépend de la situation. Après, on demande à être, je te vois sourire, Stéphane, tout dépend du sentiment du moment. Après, on reste des êtres humains comme les autres, mais souvent, en tant que comédien ou simplement en tant qu'artiste, on en prend vraiment plein la gueule, surtout quand on prend des positions de dire que j'ai le droit d'exister et que moi, en tant que minorité, j'ai le droit d'exister et de porter ma parole. Ma parole qui est sincère et minoritaire, elle est universelle. Comme ce que peut faire Marine, comme Stéphane, il y a vraiment cet écho-là que certains nous refusent ou certains ne veulent pas voir, tout simplement. Et après, en tant que comédien, on fait comme on peut. Souvent, c'est par rapport au désir de l'un et de l'autre. Parfois, c'est un jeu de séduction parfois qui peut se faire. Parfois, c'est très malsain. Parfois, ça ne l'est pas. Et je pense qu'il faut prendre en main nos
nos histoires. Et, Voilà. et que moi, bon, maintenant, après, j'avoue que je suis fatigué. J'ai rencontré énormément un de mes parrains, entre guillemets, de cinéma. Il s'appelle Stéphane Saonele, et qui a plus de 50 ans et qui est eurasien et qui en a eu plein la tronche. Et il m'a dit, toi, tu arrives à une période transitoire, mais tu vas en prendre plein la tronche aussi. Ouais. Et je vois, lui, il est fatigué. Et je commence à ressentir cette fatigue de sa part qui est d'être refusé. Tu vois, enfant illégitime français, tu vois, c'est genre, oui, tu es français, oui, oui, tu te dois te battre, oui, tu as le droit à la parole, mais par contre, mais les gens, pour nous, les gens ne sont pas prêts de t'accueillir. Donc, c'est au-delà du comédien, c'est en tant qu'artiste, en tant que personne. Et ça soulève énormément de choses. Et que ça fait plus de 10 ans que maintenant je suis comédien et que c'est vraiment depuis que je suis comédien qu'on m'a ramené à ma condition d'asiate. Tu Ouais. vois. Mais j'espère que voilà, avec les œuvres de Marine, de Stéphane et d'autres réalisateurs à venir, ce sont des choses qui vont changer. J'espère qu'on pourra, malgré tout, Inch'Allah. un message d'espoir. Merci, mec, pour ton partage. Merci à vous. Merci. Merci. J'ai une question pour tout le monde, mais pour Marine, je pense que tu sauras y répondre. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites concernant les communautés stigmatisées, pouvez-vous développer et partager vos expériences par rapport à l'intersectionnalité, aux enjeux dits de décolonialité, notamment en France, mais aussi ailleurs, Europe, US, Asie? Évidemment, moi, disons que j'ai rencontré le militantisme féministe et intersectionnel, c'est-à-dire cette idée que tous les systèmes de stigmatisation, de domination s'articulent les uns les autres et que voilà, quand on est une femme asiatique, effectivement, les clichés qu'on subit, c'est un mélange de sexisme et de racisme. Henriette parlait tout à l'heure de la femme asiatique, forcément prostituée, forcément cuisinière, etc., etc. Il y a forcément des fantasmes de soumission, etc. On voit bien d'ailleurs dans les expériences de femmes asiatiques comment notamment les Blancs ont des fantasmes un peu bizarres de fétichisation sur ce. Voilà, en fait, bon, bref, pour expliquer l'intersectionnalité, c'est de penser que les systèmes de domination s'articulent. Et moi, je trouve ça effectivement très excitant de pouvoir penser et analyser ce qu'on vit en termes intersectionnels, question de racisme, de sexisme, de classe sociale, place du handicap mental ou psychique, et puis de la normalité neuropsychique et tout ça. Et donc, disons que oui, je suis par exemple aussi, ça recoupe les questions qu'on a pas mal déjà évoquées, je suis aussi engagée dans le mouvement un peu décoloniser les arts, qui est né vers 2005 autour de ce constat de manque de représentativité de l'ensemble de la société française dans sa richesse ethnique et culturelle sur les plateaux de théâtre et dans les arts en général, et que voilà, il y a évidemment plein de questions qui tournent autour de ça qu'on a déjà évoquées, mais sur qui est dans les programmations, qui est aux directions, quels récits sont racontés. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, on le voit bien sur les réseaux sociaux, c'est des problématiques qui sont de plus en plus internationales, ces réflexions aussi sur les questions un peu d'appropriation culturelle qui sont complexes, mais qui méritent, qui racontent quelles histoires. Moi, je suis étonnée parce que ces questions aussi coloniales, post-coloniales deviennent un peu des sujets à la mode. Alors, c'est moins le cas. Mais par exemple, on a beaucoup d'artistes blancs aujourd'hui qui disent « Ah tiens, je vais faire un spectacle sur les questions de racisme aux États-Unis et puis je vais mettre plein de morts sur le plateau. » Moi, je me pose toujours la question, mais c'est quoi? Pourquoi tu ne parles pas du racisme en France? Pourquoi tu ne parles pas des violences policières? Pourquoi tu ne parles pas de tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents colons en Algérie ou ailleurs? Pourquoi tu veux aller parler du racisme aux États-Unis? Voilà, on n'a pas encore de blancs qui disent « Tiens, je vais raconter une histoire sur le Vietnam. » Bon, ça viendra peut-être parce que ça vient des sujets à la mode. Donc, c'est des trucs très, très délicats parce que moi, je pense, comme ça a déjà été dit, que
tout le monde peut raconter toutes les histoires, mais c'est important d'avoir, et toutes les histoires sont universelles, mais c'est hyper important d'avoir, voilà, de savoir où on se situe et de comment on réfléchit et comment on raconte ces histoires, ou comment, si ce sont des Blancs, il y a eu quelques scandales là, ces dernières années, Ariane Mouchkine et Robert Lepage, qui ont fait Kanata sans du tout mettre dans l'équipe au plateau ou dans les consultants dramaturgiques des personnes autochtones, alors que ça concernait l'histoire du Canada, du coup, voilà, avec quand même cette invasion par les Européens, et enfin... donc du coup, même, voilà, on peut raconter cette histoire, mais on s'entoure aussi de gens qui sont concernés par la question et qui peuvent apporter aussi leur pierre au récit. Donc tout ça, c'est des sujets hyper délicats, et je pense qu'il y a à la fois, il se pose de plus en plus, et ça travaille pas mal les artistes, ou la question de légitimité dont parlait Rerdine tout à l'heure, qui je suis pour raconter ça, et je pense qu'en même temps, il faut se poser ces questions aujourd'hui. Qui je suis pour raconter ça? Pourquoi je le fais? Pourquoi je me permets de le faire? Moi, pour Aquila, je me suis posé plein de questions. J'ai pas grandi dans un quartier populaire. Je suis pas d'origine algérienne. Je suis pas arabe. Je suis pas musulmane. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que je peux raconter cette histoire et qu'elle arrive à rencontrer les gens et à raisonner. Et donc, par rapport à la question qui a été posée, je crois par Vikao, il y a beaucoup d'effervescence autour de ça, beaucoup de mouvements aussi de jeunesse qui disent il faut penser les choses autrement, il faut être dans des démarches intersectionnelles décoloniales. Ça amène parfois à des petits trucs de police militante, il faut faire comme ça et pas comme ça, tu peux pas prendre la parole si tu n'es pas... Donc je pense qu'il faut aussi réussir à tempérer les choses, à pacifier, mais à réfléchir à la responsabilité qu'on a quand on prend la parole en tant qu'artiste, en tant que militant, et écouter aussi les concernés, et faire avec. Je pense que si ça nous rend plus conscients des systèmes d'oppression, de privilèges, de qui a la parole, qui ne l'a pas, de comment on peut favoriser le fait que des personnes un peu silenciées puissent davantage avoir accès à la création, au plateau, à la parole, ben voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question. Et alors, on arrive vers la fin. Il nous reste 10 minutes. Donc, je propose qu'on reparle. Enfin, il y a des personnes qui ont demandé où est-ce qu'on pouvait trouver vos œuvres et où est-ce qu'on peut vous voir, où est-ce qu'on pourra vous voir prochainement. Donc, Marine, si la situation se résorbe, est-ce qu'on aura une chance de voir Aquila? Et si oui, où et quand? Alors, si ça se passe pas trop mal, mais bon, faut être optimiste. Normalement, il y a des représentations d'Aquila à la MC de Grenoble fin mars, début avril. Puis à Nantes, au TU, à peu près mi-avril, 12-15 avril, si les théâtres sont réouverts. Et Circulation Capitale, on pourra le voir donc à Rennes au moment du festival Mythos, pareil en avril. Et à Avignon cet été, à la Manufacture, voilà, en juillet, pendant du 6 au 25 juillet. Et puis bon, à l'automne prochain, il y aura aussi pas mal de dates d'Aquila et de Circulation. Mais en tout ça, voilà, si les théâtres peuvent ouvrir et si la situation s'améliore. Et en attendant, on peut te lire aussi. Tu as publié des ouvrages. Oui, il y a Aquila, Les ombres et les lèvres qui sont publiés chez Lanceman, ainsi que d'autres livres. Il y a un petit texte sur mes deux grands-mères, enfin sur ma grand-mère vietnamienne et sa sœur, qui est publié dans un petit recueil qui s'appelle Basta, qui voilà, qu'on trouve aux éditions Avant-Scène. Voilà, on peut trouver mes bouquins et puis des extraits aussi des spectacles sur Vimeo via le site de Lumière Doute. Merci beaucoup Marine pour ton partage. Stéphane, où est-ce qu'on... Enfin, voilà, là on est plutôt sur du moyen-long terme, hein, mais où est-ce qu'on pourra... Oui. Où est-ce qu'on peut déjà te voir? Alors je vois que le lien vers ton court-métrage Feuille de printemps, film du mois, décembre 2020, aussi, est encore disponible sur le site internet du Musée national de l'histoire de l'immigration, donc on a le lien. Il y a aussi Allée des Jasmins qui est disponible en DVD.
sur le site sur le site de la production et Respiro Production. Donc effectivement, comme tu le dis, ça va être du moyen, voire du long terme pour les prochaines actus, puisque je suis en écriture ou en développement, mais voilà, on va espérer que les choses vont se faire. Je crois qu'il y avait une question sur le spectacle Cabaret Jeune Citron. Pour l'instant, on n'a pas prévu de le reprendre, donc voilà, c'est pas d'actualité, mais je sais que Maï met souvent de façon très précise les infos sur le site de MCFV quand on a une projection, une actu. Donc, vous pouvez suivre les actus soit sur le site de MCFV, soit sur nos réseaux sociaux, parce que je mets toutes les infos quand il y a une projection, une actu, ou une rediff ou quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Tu as aussi fait des pièces de théâtre, mais là, tu es plus vraiment tourné vers le cinéma en ce moment que le théâtre. Hein. Oui, en effet. Ouais, j'ai un peu mis le théâtre entre parenthèses pour vraiment me consacrer à mes projets cinéma qui demandent beaucoup d'énergie et de temps et de patience et de persévérance. Mais voilà, et on espère que ça va porter ses fruits. Très bien. Alors, je lis encore quelques petits messages de nos spectateurs. Nous constatons bien que les Français d'origine maghrébine ont révolutionné la scène française. Bon, pas que, hein, mais regardez Lupin et tout le message d'Omar Sy derrière. Juste pour vous dire, nous gardons notre énergie pour ce combat artistique et culturel. Voilà, bon, bah, chacun écrit son histoire. On est très content pour les autres communautés qui arrivent à avoir des représentations. Ça fait vraiment plaisir hein, de voir que voilà, de faire passer ce message, ce message que un personnage principal qui n'est pas blanc, ça peut aussi marcher, tout comme une femme en personnage principal, ça peut fonctionner. On l'a vu par exemple sur Netflix, le jeu de la dame, The Queen's Gambit. Donc l'héroïne, c'est une femme qui est un petit peu décalée socialement. Je ne sais pas si vous regardez un peu Netflix. Est-ce que vous êtes réfractaire à Netflix ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une femme et c'est une série qui cartonne. Donc, je pense que l'important, c'est que les financeurs, entre guillemets, les producteurs se rendent compte que ça intéresse aussi, que les Asiatiques intéressent aussi et que tu peux avoir un personnage principal asiatique et que ça marche. Bon, alors Crazy Rich Asians, ça n'a pas eu beaucoup de succès en France, il me semble, malheureusement. Mais voilà, j'espère que vos œuvres à Stéphane, à Marine, voilà, trouveront leur écho. J'espère qu'il y aura de plus en plus de public et de plus en plus de demandes et que les gens y comprendront que c'est Asian Representation Matters. Voilà. Donc, je vous remercie à tous les deux d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir parlé de votre parcours et de votre travail. Est-ce que vous souhaitez ajouter un petit mot pour terminer? Voilà, la parole est à vous, Marine. Moi, je dirais bien juste un petit mot pour finir avec un regard optimiste. Je trouve que les choses changent lentement, mais elles changent. Donc déjà, ça, c'est bien et c'est ce qu'il faut voir. Tu parlais de Netflix, mais depuis, à partir de cette année, les plateformes américaines vont contribuer à la production française. Et ça, c'est aussi une bonne chose parce que peut-être le fait que ce soit des plateformes à la base américaines, elles ont un regard différent sur la diversité. Donc peut-être, j'espère que ça va faire un peu bouger les choses. Et puis voilà. Et puis merci aussi du soutien de tout le monde parce que c'est aussi voilà au sein de notre communauté en se soutenant, en parlant des projets des uns des autres, en allant les voir, qu'on peut aussi contribuer chacun à sa façon à ce que voilà nos représentations soient plus importantes et plus justes. Et puis et en tout cas merci d'avoir organisé, d'avoir animé. Marine, merci, c'était super chouette de partager ce moment. Et puis voilà, à toutes les personnes qui ont suivi, merci à vous. Merci. Marine, un petit mot de fin également. Est-ce que tu souhaites rebondir?
Ben oui, évidemment, j'ai envie de dire merci à Stéphane, à toi, à Cannes, à l'association MCFV et à tout le monde. En fait, c'est vrai que c'est super agréable, mine de rien, de savoir qu'il y a des dizaines de personnes un samedi matin qui ont 32, 30, on est monté jusqu'à 39. qui ont envie voilà, d'écouter ce qu'on peut avoir à raconter. Et c'est vrai que ces échanges-là sont hyper importants et constitutifs entre artistes, mais entre personnes d'origine vietnamienne. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter et beaucoup de présence à avoir dans la société française. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment l'impression, comme Stéphane, que les choses bougent, qu'il y a de plus en plus de choses aussi grâce aux nouveaux médias, grâce à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup de groupes, voilà. Et puis voilà, j'espère qu'on va de plus en plus être dans un monde où on peut se rencontrer aussi en vrai et voilà, et continuer le travail parce que mine de rien, voilà, c'est se dire aussi que ben, je trouve que à chaque fois c'est inspirant, que ce soit un film de Stéphane, le livre de Douane Bouille, enfin y a aussi plein de choses qui sont des jalons importants, de se dire on est représenté, il y a des gens de la même origine que nous qui racontent des histoires, qui le font de façon très belle, et donc ça donne aussi de la force pour d'autres, pour créer avec et derrière tout ça. Merci beaucoup Marine, merci Stéphane. Bakan, je te repasse la Oui, parole. bah, écoutez, je termine en vous remerciant bien sûr. Merci Marine, merci Stéphane, merci Linda pour vos propos sont profonds et très authentiques hein, pour votre combat, pour vos projets qu'on souhaite avec beaucoup de succès. Vous aviez parlé aussi de sensibilité vietnamienne, vos difficultés aussi avec Mike qui dit très fort un peu de son expérience, mais ça doit être aussi les vôtres. Nous souhaitons qu'il y aurait davantage encore de jeunes comédiens et artistes qui s'inspirent de votre expérience, des expériences des aînés, pour poursuivre, parce que nous le méritons, et il faut absolument qu'on le fasse savoir. Donc le MCFV se donne aussi un objectif, c'est de faire connaître donc toutes ces personnes-là, vous les plus connus déjà, mais il y en a bien d'autres qui le sont moins, et nous serons très heureux de rassembler, de pouvoir faire une liste, par exemple, ce qui a été une proposition faite, une liste de tous les artistes d'origine franco-vietnamienne présents en France et ailleurs pour leur faire la promotion, mais pour qu'on sache qu'ils existent. En tout cas, c'est bientôt la fête du Tet, hein, c'est le 12 février prochain. Donc, je pense que tout le monde s'active, même dans les conditions un peu difficiles actuellement où nous vivons avec le Covid, de préparer un peu cette tête. Et pour ceux, le MCFV, le 6 février prochain, organise aussi un séminaire avec Vinh Dao, Dr Vinh Dao, qui est un ami et qui va nous raconter un peu sur les rites et traditions vietnamiennes, accompagné d'Isabelle Jean-Lys qui va nous raconter des contes vietnamiens. Ce sera aussi une rencontre sympathique qui se prépare. Donc voilà, tout en vous remerciant pour la séance d'aujourd'hui qui est filmée, qui est enregistrée, donc qui sera diffusée évidemment de façon large à toutes les personnes qui n'ont pas pu assister. Ils étaient plus nombreux à s'inscrire, mais 32 participants aujourd'hui, c'est pas mal pour un samedi matin. Donc, n'hésitez pas à nous informer davantage de vos programmes, de vos projets, et nous serons très heureux de les diffuser de façon large pour que tout le monde s'en inspire et participe à la réussite de vos projets. En tout cas, nous vous disons merci et bonne année, parce qu'on est encore au mois de janvier. Bonne année, bonne santé, portez-vous bien. Et s'il y a des possibilités aussi, vaccinez-vous pour vous protéger. Voilà. Merci à vous. Merci. Et à une prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.